J'ai commencé comme secrétaire général d'Oxfam, mais Oxfam en Belgique était aux côtés des peuples qui militaient, qui luttaient pour leur décolonisation, qui ont mené tout le combat contre l'apartheid en Afrique du Sud, qui ont soutenu le projet de la Palestine indépendante. Et puis j'ai fait un petit détour par le Sénat en Belgique, par l'université. Et aujourd'hui, je suis pensionné et donc très actif en ce qui concerne le tribunal Russell sur la Palestine, mais aussi toute la solidarité avec la Palestine, puisque j'assume la présidence de la coordination européenne des comités de soutien avec la Palestine. Oui, eh bien, il faut savoir d'abord que le tribunal Russell est une initiative au départ de Lord Russell, qui, à l'époque de la guerre du Vietnam, avec Jean-Paul Sartre, ont initié un premier tribunal sur le Vietnam. C'est un tribunal qui a connu une audience et une réputation incroyable, et il faut savoir qu'il a eu pour effet de mobiliser les opinions publiques aux États-Unis, qui a été au fond le tournant de la guerre et qui a permis petit à petit d'aboutir à ce que le public américain, les maires des soldats américains, exercent une pression telle sur le gouvernement des États-Unis pour l'amener à négocier la fin de la guerre et à se retirer du Vietnam. Et puis, il y a eu un tribunal sur l'Amérique latine qui était à l'époque, dans les années 70, c'était l'Amérique latine des dictatures. Et là aussi, il s'est agi de voir quel type de qualification on pouvait donner aux crimes des dictatures, pas seulement les disparitions, les arrestations arbitraires, mais aussi la manière dont on avait commis un déni de démocratie en permettant à tous ces militaires, formés tous à Panama par les Américains, de prendre les pouvoirs dans tous les pays d'Amérique latine et d'écraser les oppositions, d'opprimer les peuples d'Amérique latine. Et voilà que l'histoire évoluant, nous étions avec quelques amis en France, en Belgique, nous étions confrontés à une situation particulière. L'ONU avait questionné la Cour internationale de justice sur la légalité du mur qui est construit aujourd'hui par Israël en Palestine, et l'ONU s'est saisie de cette question. La CIJ a publié en juin 2004 un avis qui était assez extraordinaire. Avis qui était précédé de 52 pages dans lesquelles la Cour dit pourquoi elle est d'abord compétente pour juger de la question du mur, et ensuite pourquoi le mur est illégitime, pourquoi il participe à une série de manquements, de violations du droit international commis par Israël. Et la Cour termine, 14 juges sur 15 donnent un avis, le mur doit être détruit. Non seulement le mur doit être détruit, disent-ils, mais il faut aussi que les populations palestiniennes qui sont victimes de la construction de ce mur puissent être indemnisées. Cet avis va aux Nations Unies. À partir du 9 juillet, l'avis est transmis aux Nations Unies, 2004, et le 19 juillet, les Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies, adopte une résolution dans laquelle ils endossent l'avis de la Cour et ils en font une résolution des Nations Unies qui appelle l'ensemble des pays à agir pour obliger Israël à se conformer à l'avis, c'est-à-dire à détruire le mur, à indemniser les populations palestiniennes qui ont été victimes de la construction de ce mur. Tous les pays européens à l'Assemblée générale des Nations Unies vont voter pour cette résolution. Et nous sommes aujourd'hui en 2009. 2009, on a plus que doublé la dimension du mur. Israël peut en toute impunité poursuivre les exactions que cet État commet à l'encontre du peuple palestinien. Mais aussi, entre-temps, il y a eu la guerre au Liban. Donc, comment est-ce que cet État, un petit État, peut permettre autant d'arrogance pour violer l'ensemble du droit et se comporter comme un État impérialiste dans la région? C'est ce qui nous a amené à nous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui pousse finalement la communauté internationale à être aussi peu proactive ou réactive? Et nous avons appelé alors la fondation Russell et nous avons demandé l'autorisation de lancer l'idée d'un troisième grand tribunal international d'opinion. C'est-à-dire que ce n'est pas un tribunal comme on peut le voir dans nos cours et de justice ou à la Cour internationale de l'Haye ou à la Cour de Rome. Non, c'est un tribunal d'opinion qui nécessite donc que l'opinion publique soit mobilisée. Plus d'une centaine de personnalités internationales de renom, anciens premiers ministres, anciens chefs d'État, hommes de culture, hommes de cinéma, prix Nobel du monde entier, qui nous ont apporté leur soutien. Les principales associations de Barcelone se sont réunies en un comité d'organisation de ce tribunal, et nous, les premiers 2 et 3
du mois de mars 2010, nous serons à Barcelone pour tenir la première session du tribunal international sur la Palestine. Mais sur quelles règles de droit est-ce qu'on va travailler? Bon, la référence de la Cour internationale de justice, nous avons aussi les conventions de Genève et l'ensemble des conventions qui ont d'ailleurs été signées par Israël la plupart du temps et qui sont signées par la plupart des États du monde. Nous avons les résolutions des Nations Unies. Donc, au fond, le corps de droit sur lequel nous pouvons fonder l'accusation à l'égard d'Israël, elle est claire. Comment est-ce qu'on peut dire, voilà, il y a manquement de la part de l'Europe. Et puisqu'on va à Barcelone, on a dit que cette première session sera consacrée à l'Europe. Pourquoi? Barcelone, 1995, l'Europe signe avec l'ensemble des pays du pourtour méditerranéen les accords euro-méditerranéens qui vont donner lieu à une série d'accords d'association entre l'Europe et les différents pays de la Méditerranée, y compris pour la première fois, c'est ça qui est assez extraordinaire, avec la Palestine reconnue comme État à ce moment-là par l'Europe. L'Europe considère que la Palestine, au même titre que tous les autres États du pourtour méditerranéen, constitue un partenaire. Et il se fait qu'au fil du temps, on va s'apercevoir que l'accord avec la Palestine ne peut pas se réaliser du fait même d'Israël qui l'empêche. L'Europe n'oblige même pas Israël à respecter ses engagements pris réciproquement entre l'Europe et Israël. Notamment, un point essentiel, c'est les produits en provenance des colonies de peuplement. C'est pour vous donner un exemple. Aujourd'hui, en Europe, on voit sur l'ensemble des marchés des produits en provenance non pas d'Israël, mais exportés par Israël et en provenance des colonies occupées par Israël dans les territoires palestiniens. Et il y a des firmes importantes, vous connaissez Agrexco ici à Montpellier, mais aussi nous en Belgique, à Liège, les Hollandais, les Italiens. Agrexco est une firme multinationale et vraiment importante, mais qui est une firme israélienne, exportant tous ces produits vers les pays d'Europe, mais pas seulement de l'Europe, dans le monde entier. Et donc, le tribunal a comme responsabilité de voir quels sont les manquements européens, les omissions de l'Europe. L'Europe s'est engagée à travers les accords d'association à promouvoir les droits de l'homme. Peut-on parler encore de droits de l'homme quand on est avec Israël dans les territoires de Palestine et en particulier à Gaza depuis la guerre? Donc, il y a là des manquements incroyables par rapport à l'ensemble du corpus du droit international et du corps du droit humanitaire. L'Europe a signé et s'est engagée dans les accords d'Oslo, puis après ça s'est engagée dans le Quartet, s'est engagée à être au contrôle sur la frontière de Rafah entre Gaza et l'Égypte. Tout simplement, soit à Tel Aviv, soit en Israël, en vacances en attendant que Israël les autorise à aller contrôler à Rafah. L'Europe viole ses propres règles, et c'est ça que nous voulons rappeler aux Européens à cette occasion-là, sur la question des colonies, sur la question de Gaza, sur la question du commerce, sur la question du commerce des armes en particulier. Peu de gens savent que l'Allemagne livrait 2 sous-marins nucléaires à Israël pendant la guerre du Liban. Pendant la guerre du Liban, août 2006. Que pendant la guerre de Gaza, une série d'armes ont été livrées à Israël alors qu'il existe en Europe un code de bonne conduite par rapport au commerce des armes avec les pays tiers qui interdit de livrer des armes à un pays en état de guerre. J'explique toujours, il y a un axe des Y et il y a un axe des X. L'axe des Y, c'est l'ensemble des crimes commis par Israël, les violations de l'ensemble du droit. Et l'axe des X, c'est l'ensemble des compromissions, des omissions, et même, en termes de droit, des complicités à un certain moment, que des États d'Europe, que l'Europe elle-même, mais aussi les États-Unis, mais nous allons traiter d'abord de l'Europe, commettent au quotidien, et qui permet finalement à Israël de poursuivre cette occupation, de poursuivre l'ensemble de la destruction de tout projet d'État de Palestine. Il va de soi que dans ce genre de tribunal d'opinion, on invite toujours la partie qui est accusée, et il se peut même que si la partie refuse carrément de se présenter, qu'on ait des avocats commis d'office. Mais je voudrais en terminant dire aussi que le tribunal Russell sur la Palestine a une caractéristique nouvelle par rapport aux tribunaux précédents, les initiatives Russell précédentes, c'est qu'il repose sur la création de comités nationaux d'appui. Dans chaque pays, et actuellement il y a déjà plus de 15 comités nationaux d'appui, y compris en Inde, au Chili et au Congo,